Salut à tous et à toutes, donc bienvenue pour ce second podcast d'Il était une fois la boxe. Donc aujourd'hui on va parler de la rivalité entre le Mexique et Puerto Rico sur les rings de boxe. Alors tout d'abord je vais quand même revenir sur des commentaires que vous m'avez laissés sous le précédent podcast, puisque c'est vrai que je vous avais demandé des retours et dans l'ensemble vous avez bien joué le jeu et j'ai eu pas mal de commentaires, de retours, donc je vous remercie pour ça. Et alors notamment, j'ai vu que ce qui m'avait été demandé, c'était notamment par Kamigoy et Elias Von Open de faire ça en face cam. Donc bon, je vois pas trop l'intérêt, je pense que beaucoup l'ont mentionné, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment une plus-value de faire ça en face cam, mais je pense que vous le disiez plus dans le sens où vous auriez aimé une vidéo avec des images, hein. C'est ce que m'ont demandé notamment Antonin et Gustave. Donc c'est vrai que oui, ça serait ludique d'avoir ce genre de vidéo avec des images d'archives. Après, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place, et comme vous en doutez, puisqu'il y a une question de montage derrière. Puis il y a aussi l'aspect où ça serait des très très longues vidéos, alors que là, on a choisi justement le format podcast par rapport à la longueur. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui a été reproché par certains, notamment Clyde, qui a trouvé que c'était un peu trop long et que pour les amateurs de boxe, eh ben, c'était un peu... voilà, que ça pouvait décontenancer ceux qui étaient juste amateurs mais qui n'étaient pas forcément hyper branchés boxe. Alors après, il y a eu une excellente réponse d'ailleurs de JC à ce sujet qui a dit oui, mais justement, le but c'est de faire aussi des amateurs, des passionnés. Et on l'a vu, on a notamment Luca Benedito qui m'a laissé un commentaire qui lui justement me dit que c'est un amateur qui connaît pas forcément super bien l'univers de la boxe, mais que ça y a plus format long aussi. Je sais que Thomas Lobjoie a trouvé que cette longueur était bien, parce que c'est vrai que bon, c'est un peu le principe quand même du podcast, c'est que bon, vous le mettez, même si c'est sur YouTube effectivement, bah, vous le mettez en fond sonore et après à côté vous êtes libre un peu de faire ce que vous voulez. Alors que s'il y a des images, ben, vous êtes un peu obligé de vous caler devant la vidéo pendant presque une heure et de la regarder d'une traite en quelque sorte. Alors que là, le but, ben voilà, c'était que vous puissiez faire autre chose à côté. Voilà, il y en a qui, j'ai eu des retours de Zendor, de Manibou Maillet, de Isaac Freestyle, Lifestyle, pardon, qui m'ont dit que justement, ben, ils avaient trouvé ça bien parce qu'ils écoutaient ça en voiture, en allant au boulot. Voilà, vous pouvez le faire en faisant de la muscu, en faisant du sport, je sais pas, en bricolant. Enfin, c'était un peu voilà l'idée de ce podcast. C'est pour ça que bon, on a proposé ce format, en sachant que de toute façon, bon, le format vidéo, il est disponible aussi sur la chaîne. C'est pour ça que bon, on essaie de varier, voilà, de proposer quelque chose de nouveau avec ce podcast et pas forcément de refaire des vidéos où JC en fait le fait déjà très bien. Voilà, c'était ça l'idée. Alors d'ailleurs à propos de ça, beaucoup m'ont demandé si ce podcast on pouvait le mettre sur d'autres supports que YouTube. Notamment on m'a demandé que ce puisse être mis sur Spotify, sur SoundCloud. Ça on est en train de voir avec Jean-Charles. Donc il faut qu'on creuse la question. C'est vrai que bon, on va pas vous le cacher, dans l'idée le but c'est surtout de faire proliférer et vivre la chaîne YouTube. Donc on n'a pas forcément intérêt à le mettre sur d'autres plateformes, mais on réfléchit à la question puisqu'il y a eu quand même une demande par rapport à ça. Donc on va voir comment on peut faire et on vous fera des retours là-dessus. Voilà, donc en tout cas merci à tous les fidèles qui commentent régulièrement. Et désolé, je ne peux pas citer tout le monde parce qu'il y a eu pas mal de commentaires et franchement je suis agréablement surpris et vraiment je vous suis reconnaissant. Et d'ailleurs, il y a eu pas mal aussi de retours sur des idées de sujets, donc on pourra traiter ça voilà, à l'avenir. Donc maintenant, on va passer au sujet du jour, qui est ce que j'ai appelé moi la guerre des rings de Santan, donc la guerre entre le Mexique et le Puerto Rico sur les rings. Alors, est-ce que c'est une guerre qui a duré vraiment 100 ans? Non, pas vraiment, hein, mais d'ailleurs, bon, la guerre de 100 ans a-t-elle vraiment duré 100 ans en fait? C'est ça aussi le débat. Mais vous allez voir qu'on est quand même à pas loin d'un siècle de guerre en fait entre ces deux nations. Et c'est vrai que dans le monde de la boxe, la rivalité entre le Mexique et le Puerto Rico, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est Steve Faroud qui disait qu'il n'y avait rien qui ressemblait chez les fans hispaniques qui sont des grands fans de boxe, il n'y a rien qui ressemble à la bataille que se mènent ces deux nations depuis des années et des années. Hein. Et on le voit que aujourd'hui, comme le mentionnait Rudy Hernandez, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une affiche, une grosse affiche entre un Mexicain et un Portoricain, c'est quand même mentionné que voilà, c'est dans le cadre de cette rivalité. Alors rivalité d'ailleurs qu'on va chercher un peu à essayer de comprendre dans ce podcast, puisque alors c'est vrai qu'on a souvent posé la question, alors
Juan Laporte, lui qui était un boxeur champion portoricain, qui disait en fait c'est juste parce qu'on est des latinos, tous les deux nations, et que voilà, on aime se chauffer. Bon, on va essayer de voir s'il y a plus que ça derrière. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que ces deux nations, comme le disait Doug Fischer, ça fait une combinaison combustible. Quand vous mettez un Mexicain portoricain sur le ring, ça y va. Et d'ailleurs, Miguel Cotto, donc je vous présente pas, je pense que vous le connaissez, légende de la boxe portoricaine, elle avait déclaré, si vous mettez un combattant portoricain devant un combattant mexicain, vous allez voir un bon combat. Et c'est vrai que ça s'est quand même vérifié plusieurs fois. Après, voilà, comment cette rivalité, elle a pris cher, comment elle a commencé. Beaucoup, en fait, font remonter vraiment le début de cette guerre à 1981. Voilà, où il y a eu un événement déclencheur. Alors, on va y revenir après parce que je pense, et je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de spécialistes, d'historiens de la boxe qui pensent qu'en fait, ça remonte à beaucoup plus loin que ça, en fait. Et on va voir que c'est vérifiable avant 1980, mais on va voir pourquoi cette date, cette année de 1980, elle est vraiment restée. Alors déjà, il faut resituer un petit peu le contexte. C'est vrai que dans les pays latins, la boxe a toujours été, vous le remarquez, assez sacralisé. Enfin, c'est un sport populaire. Je veux dire, alors d'où c'est arrivé, on pense que c'est les colons espagnols qui avaient déjà instauré ça à l'époque, mais si vous regardez, il y a énormément de champions latinos de pays, que ce soit alors le Mexique, le Puerto Rico, il y a le Panama, le Nicaragua, le Venezuela, la Colombie, l'Argentine, pour ne citer que cela. Mais c'est vraiment très prisé la boxe, et notamment il y a des pays où c'est vraiment sacralisé, où c'est comme une religion. C'est évidemment le Mexique, c'est Puerto Rico. Je vous signale qu'à Puerto Rico, d'ailleurs, c'est le sport national, et si je dis pas de bêtises, c'est considéré comme le sport national. Et il y a aussi la nation cubaine, on va y revenir. Mais voilà, c'est vraiment sacré dans ces pays-là. Et le premier champion latino, alors c'est discuté, ça pourrait être un Mexicain, ça pourrait être un certain Solis Smith, qui était devenu champion du monde des poids plumes en 1897. Alors, le Mexique ne le considère pas comme un de ses champions, tout simplement parce que Solis Smith, en fait, il est d'origine mexicaine, mais il est né à Los Angeles, c'est un Américain. Donc c'est vrai qu'il ne peut pas vraiment être considéré comme le premier boxeur latino champion. Ce titre, on le décerne plus souvent à Panama Al Brown, donc boxeur panaméen qui est devenu champion en 1929, si je ne dis pas de bêtises, c'était chez les poids coqs. Et c'est lui qui est souvent considéré comme le premier boxeur latino champion du monde. Alors après, c'est vrai qu'on va voir qu'il y avait des nations latines qui étaient en vogue à l'époque dans le monde de la boxe. Alors bon, Mexique, Puerto Rico, et il y avait Cuba. Et c'est vrai qu'il y avait une rivalité entre ces trois nations. C'était vraiment une triangulaire. Hein. C'est un peu la bataille des trois royaumes, on va dire. Cuba, Mexique, Puerto Rico. On va voir pourquoi en fait il en est resté que deux. Mais il y avait vraiment cette rivalité. Et au début des années 30, alors, ils n'avaient pas forcément beaucoup de champions. C'était des nations en fait qui avaient du mal à percer parce que, si vous voulez, il y avait énormément d'opposition à l'époque. Il n'y avait qu'un seul titre mondial, généralement, enfin un titre linéaire. Alors oui, on pourra me dire, il y avait les titres de la fédération new-yorkaise, le titre de la NBA. C'est vrai que c'était pas non plus toujours très clair, et on va avoir l'occasion de le voir. Il y avait l'IBU également. C'était un peu comme aujourd'hui, dans un sens où il y avait plusieurs fédés, mais quand même, il n'y avait qu'un titre de champion linéaire auquel on attachait de l'importance. C'est pour ça qu'on ne devenait pas champion facilement. Et il y avait énormément de communautés qui boxaient, outre la communauté latine. Il y avait évidemment tout ce qui était la ghettoisation aux États-Unis. On avait les boxeurs afro-américains, les boxeurs italo-américains, les boxeurs irlando-américains. Il y avait même les boxeurs juifs qui étaient originaires d'Europe de l'Est. Donc c'est vrai que ça laissait très peu de place en fait, même pour les boxeurs latins. Et je veux dire, il y avait déjà beaucoup de monde et c'était difficile pour eux de percer. Ils n'étaient pas forcément à la mode à l'époque. Mais quand même, ils arrivaient à faire des percées. Alors notamment, le premier boxeur mexicain champion du monde, un certain José Flores Pérez, qui était plus connu sous le nom de Battling Show, qui est devenu champion en 1933 chez les super légers. Et on a eu Cuba aussi, qui a eu un très grand champion dans cette période des années 30, qui était chez les plumes et super plumes. C'était évidemment Kid Chocolate. Et par contre,
Puerto Rico, eux, ils n'avaient pas de champion à cette époque-là. Alors on va essayer un peu de définir ces trois nations, parce que c'était vraiment les trois nations phares latines à cette époque-là, qui produisaient le plus de boxeurs, et où la boxe était vraiment élevée au rang de religion, et presque comme le disait Don King. Et en fait, tout avait un petit peu leur style de prédilection, notamment, voilà, on sait qu'il y a une école de la boxe mexicaine, on sait qu'il y a une école de la boxe cubaine. Alors pour les caricaturer, on dit souvent que la boxe mexicaine, c'est on t'apprend à boxer en avançant. Voilà, le but c'est de toujours marcher sur l'adversaire, lui mettre la pression, avoir une boxe vraiment offensive, ne jamais céder un centimètre de ring à son adversaire, c'est vraiment marcher sur lui, avancer, lui mettre la pression, l'amener dans les cordes et vraiment le marteler. C'est voilà, la caricature un peu qu'on fait de la boxe mexicaine. Alors ça a beaucoup évolué avec le temps, mais c'est vrai qu'à la base c'était quand même assez ça. Et la boxe cubaine, au contraire, souvent on caricature en disant on vous apprend à boxer en reculant. C'est la boxe voilà, très technique, beaucoup basée sur les déplacements, sur la contre-attaque, donc vraiment gérer la distance. Alors souvent d'ailleurs on fait travailler les boxeurs cubains en gaucher. C'est vraiment très 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 technique la boxe cubaine. D'ailleurs il y a une vidéo récemment sur la chaîne qui a été proposée pour des stages d'initiation à la boxe cubaine. Je vous conseille d'aller la voir. C'est vraiment quelque chose en fait. Et c'est souvent pour ça qu'en fait aussi il y a cette opposition entre les deux déjà, parce que voilà, c'est des styles opposés. Souvent, le style mexicain est très vendeur. Aux États-Unis, on voit que ça cartonne. Ils adorent les Mexicains parce qu'il y a ce côté où c'est offensif. Il y a un gros débit de coups, donc c'est excitant à regarder. Et les Cubains, souvent, sont parfois pas appréciés. Voilà, beaucoup diront c'est chiant à regarder, il se passe rien, le gars il fuit le combat. C'est plus apprécié par les puristes, je dirais. C'est un peu. Disons que le Mexicain, c'est un peu le blockbuster film d'action que vous allez voir, alors que le Cubain, c'est plus le film d'auteur qui parlera plus aux cinéphiles. C'est pour résumer un petit peu le truc, même si un amateur pourrait très bien apprécier la boxe d'un Cubain. Donc c'est un peu ça qui les oppose. Alors après, au milieu, on a évidemment Puerto Rico, donc la troisième nation. Puerto Rico, on va pas dire qu'ils ont vraiment une école spéciale, c'est plus, ils se situent entre les deux, c'est-à-dire que c'est les plus complets quelque part, ils sont entre l'offensif, le défensif, c'est les plus équilibrés, voilà, en mettant en avant leur punch, mais aussi la technique, comme on va le voir, c'est beaucoup plus, une nation qui se situe un peu à mi-chemin entre les deux. Donc on avait ces trois grands pays qui se partageaient, qui se disputaient un peu les rings à l'époque. Mais en fait, il va y avoir un événement déclencheur entre la rivalité mexicaine et portoricaine. Ça va commencer en fait en 1934 et plus précisément à Montréal, donc au Canada, au Forum. On avait à cette époque-là, c'était chez les Poids-Coq, si je ne dis pas de bêtises, on avait deux grands boxeurs. C'était Sixto Escobar, donc un portoricain, et Rodolfo Casanova, un Mexicain. Et en fait, ces deux gars-là vont se retrouver en lice pour un championnat du monde plus ou moins fictif. Donc vous voyez, en fait, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, il y avait déjà des problèmes par rapport aux fédérations. Alors il y avait un titre linéaire, mais ici il n'était pas en jeu parce qu'alors il avait été perdu par le tenant. Je crois que c'était justement Panamal Brown qui l'avait abandonné ce titre. Après c'était passé par Balthazar Sanchili. Je ne sais plus ce qui s'était passé, mais il y avait un titre vacant. On aurait voulu opposer en fait Sixto Escobar et Rodolfo Casanova pour ce titre vacant, mais ça n'a pas pu se faire. Je crois que je ne sais plus quelle fédération s'y est opposée parce que c'était un petit peu le bordel. Et au final, Montréal, ils ont créé une sorte de titre de champion factice en disant voilà, nous on considère que le vainqueur de ce combat sera champion du monde, et ils ont créé un titre uniquement pour cet affrontement-là. Donc entre Sixto Escobar, un portoricain, et Rodolfo Casanova, mexicain. C'était en 1934. Ce combat, on n'a hélas aucune image. Ça n'a pas été filmé. On n'a que des témoignages, on a des revues de presse. Et de ce qu'il en est dit, en fait, ça a été vraiment un ouragan ce combat. Ça a été une tempête sur le ring. Les deux, ils se sont martelés. Il y a eu des échanges de coups. Il y avait vraiment un volume de coups énorme entre les deux. Et c'était vraiment la guerre, C'était la bataille sur le ring, c'était des chiens enragés, les gars. Et Escobar parvient à envoyer Casanova au tapis au 5e, si je dis pas de bêtises. Et à la 9e, en fait, il va réussir à s'imposer par KO. Donc Sixto Escobar l'emporte sur Rodolfo Casanova et devient alors
ce que certains ont dit à l'époque, le premier puertoricain champion du monde de boxe. C'est pas considéré officiellement comme ça, puisque je vous rappelle qu'en fait le titre qui va gagner là avait été un titre créé pour l'occasion, donc on peut pas vraiment le considérer comme un titre de champion du monde. Mais en tout cas, ce combat déjà a eu des répercussions parce qu'il a été très apprécié à l'époque. Ça a été symbolique en fait qu'un portoricain batte un mexicain, et à tel point je vais vous dire que quand Sixto Escobar il est rentré chez lui, il est rentré déjà en héros. Et les écoles de Puerto Rico ont fermé vraiment le jour où il est rentré. C'était un peu une sorte de jour férié. C'était vraiment une célébration d'avoir un champion, entre guillemets, qui avait fait cet exploit. Donc pour vous dire à quel point la boxe est sacralisée à Puerto Rico. Et ça a été vraiment la première grande victoire de Puerto Rico sur le Mexique. Alors, après ça, ces boxeurs, ils vont peu se rencontrer. Alors, Sixto Escobar rencontrera peu de temps après un autre boxeur mexicain qui s'appelle Juan Zurita, où il va perdre ce combat au point. Alors ce combat, je ne l'évoque pas forcément parce que c'était à l'époque où, vous savez, on combattait très très régulièrement. Il y avait des petits combats en round comme ça, et ça s'est fait sur un combat comme ça. Donc il n'y avait pas du tout l'aspect symbolique qu'avait pu avoir le combat entre Escobar et Casanova. Ce combat Escobar-Zurita, il a été oublié complètement. Et pour cause, il n'y avait pas le même enjeu en fait. Et donc c'est pour ça que d'ailleurs, je vous le dis, dans cette vidéo, on va vraiment aborder les plus gros combats. Forcément, je vais en oublier, mais j'essaie de faire un tri, j'essaie de faire une sélection. Évidemment qu'il y a des combats entre des Mexicains et des Portoricains, il y a dû en avoir, je sais pas, dans l'histoire. Il y en avait très probablement eu même avant Escobar et Casanova. Mais voilà, il n'y avait pas cet impact-là. Moi, je parle vraiment comme dans une guerre, on parle vraiment des plus grandes batailles qui ont marqué l'histoire. Et après ça, ça va plus être une guerre froide, on va dire, entre ces nations, même avec Cuba d'ailleurs, où ça va être la course en fait au titre de champion. La nation qui aura le plus de titres de champion du monde. Donc le Mexique, en fait, ils avaient des très bons boxeurs à cette époque. Alors il y avait Casanova que j'ai cité, Batlincho qui avait été champion. Ils avaient aussi Kid Azteca, Juan Zurita dont j'ai parlé, qui va devenir lui champion en 1944. Et il y avait un autre boxeur, alors qui était probablement le meilleur, c'était Alberto Arizmendi, qui lui ne parviendra jamais à décrocher un titre mondial. Alors il faut dire qu'il s'est tapé 2 fois à Henry Armstrong, donc tu comprends que le gars n'ait pas réussi à décrocher le titre mondial. Mais il y avait, voilà, ils avaient quand même des beaux boxeurs les Mexicains, mais il n'y en a qu'un vraiment, ou deux si on compte Batlincho, qui ont réussi à percer, à prendre un titre mondial. Les Portoricains, ils étaient beaucoup plus limités. Outre Sixto Escobar, il y avait Pedro Montañez aussi qui était un très bon boxeur, mais ni l'un ni l'autre n'ont réussi vraiment à décrocher le titre mondial dans leur catégorie. Quoique, si peut-être je dis des bêtises, excusez-moi, Escobar a réussi après quand même à prendre un vrai titre de champion du monde, je ne sais plus contre qui c'était, mais il était parvenu quand même à décrocher un vrai titre mondial à la fin. Et après... il y avait Cuba évidemment. Alors eux, dans les années 40, ils auront aussi Kid Gavilan, immense boxeur. C'est vrai que les Cubains, ils avaient quand même, je pense à ce moment-là, les plus grands boxeurs parmi ces 3 nations. Mais une fois encore, ils n'ont pas vraiment pu prospérer parce que à ces époques-là, les années 30, 40, 50, il y avait beaucoup d'opposition et c'était dur pour les Latinos de percer. Le vrai tournant, en fait, il va être au début des années 60. Dans les années 60, ça va exploser. Alors... dans le monde latin, alors il y avait évidemment beaucoup plus d'immigration aussi vers les États-Unis de ces pays, et il y avait des promoteurs qui donc commençaient à dire peut-être il y a une bonne affaire à faire avec ces combattants et à les prendre, donc à les recruter pour faire des combats. Ça va être aussi 1960, le début des années 60, évidemment la révolution cubaine qui fait que ça va être donc Fidel Castro qui va prendre le pouvoir, Cuba va passer sous régime communiste, et du coup la boxe professionnelle va être prohibée. C'est pour ça qu'en fait les Cubains, ils se sont sortis de cette guerre, en fait de cette compétition. Ça aurait pu rester une triangulaire, une bataille de 3 royaumes, mais non, en fait les Cubains du coup vont s'exclure de la compétition en privilégiant uniquement la boxe amateur et en bannissant la boxe professionnelle. Même si c'est vrai, on va me le dire, que dans les années 60, il y avait encore des grands boxeurs cubains, puisqu'il y en avait beaucoup qui avaient fui le régime castriste et qui étaient allés immigrer au Mexique, aux États-Unis. Ça a été le cas de José Napoles, de Sugar Ramos, de Benny Parrett, de Luis Manuel Rodriguez,
José Legra aussi. Il y a eu plein de boxeurs cubains qui ont continué en pro, mais ils ne représentaient plus Cuba en tant que nation. Donc il n'y avait pas le même impact, par exemple, qu'un Mexicain ou qu'un Portoricain qui se bat vraiment pour sa nation. Alors les Cubains d'ailleurs, peut-être que je ferai un podcast sur l'histoire de la boxe cubaine. Je sais que c'est Anaël Guingo qui me l'a demandé. Alors Anaël ou Pirate Anaël, puisque je sais que c'est un grand fidèle des chroniques du Capitaine Crochet. Peut-être que j'essaierai, effectivement, si ça intéresse d'ailleurs d'autres, de faire un podcast sur l'histoire de la boxe cubaine, parce que c'est vrai que les Cubains aussi, il y a une très très grosse histoire. Mais bon, pour l'instant, on va rester sur les deux nations qui sont restées en lice, donc le Mexique et Puerto Rico. Et Puerto Rico, dans ces années 60, ils vont exploser en ayant vraiment des gros champions pour la première fois. Alors il y avait notamment José Torres, qui était chez les Minours, qui a été formé, je le rappelle, entraîné par Cus D'Amato. Et il y avait surtout Carlos Ortiz au début des années 60, qui a été champion chez les super légers, qui deviendra champion chez les légers par la suite. Et c'est cette catégorie qui va exceller pour devenir l'un des meilleurs poids légers qu'on ait vu. Et là encore, alors en 1960, quand Ortiz était champion chez les super légers, il va avoir une opposition contre un certain Battling Torres, donc un Mexicain. Ça s'est fait à Los Angeles, ce combat. C'est un très très gros combat entre les deux, où alors Torres, vraiment, le style mexicain, quoi. Il avance, il met le pressing. Ortiz boxe plus en contre-attaque, enfin, même si c'est pas non plus du style à la cubaine, parce qu'il n'est pas en train de bouger dans tous les sens sur le ring. Ortiz, il reste quand même bien en face, bien en ligne de son adversaire pour le contrer, et des fois même, il contre-attaque farouchement, il y va. Comme je vous l'ai dit, la boxe portoricaine est très complète, et Ortiz va finir par gagner par KO ce combat à la 10e reprise. Et gros combat, et une fois de plus, Puerto Rico bat le Mexique. Mais après ça, une fois encore, ça redevient une guerre froide plus ou moins entre les deux nations, qui va plus chercher à collectionner les champions. Alors à ce niveau-là, le Mexique, ils vont quand même être largement devant, et ils ont produit beaucoup plus de champions dans les années 60. Il y avait déjà Vicente Saldivar, il y avait Ruben Olivares, qui est une légende absolue, Chucho Castillo, Efren Torres, et après, dans les années 70, évidemment, ça a perduré. Rodolfo Martinez, Miguel Canto, Pipino Cuevas, Carlos Zarate, il y en a eu plein. Les Puertoricains, ça va. Dans les années 60, vraiment, ils sont contentés d'Ortiz et Torres. C'est dans les années 70 qu'ils vont un peu plus avoir des champions, notamment Samuel Serrano, Alfredo Escalera. Et puis après, ceux dont on va reparler, Wilfred Benitez, Wilfredo Gomez, il y avait également Angel Espada. Donc voilà, c'était un peu à nouveau la course au titre entre ces deux nations, mais automatiquement, comme ils vont de plus en plus conquérir des titres et d'être de plus en plus présents au niveau mondial, ça ne peut pas empêcher que la guerre froide va se réchauffer et qu'ils vont finir par se retrouver face à face sur les rings. Et une autre grande opposition qu'on peut trouver, c'est en 1976. Elle a lieu, cette opposition, au Mexique. C'est donc le champion portoricain des poids welter, Angel Espada, qui accepte de venir au Mexique défendre son titre face au nouveau phénomène de la boxe mexicaine, Pipino Cuevas. Pipino Cuevas qui n'a que 18 ans à cette époque-là, et qui va complètement anéantir Espada, donc au Mexique, devant son public. Cuevas va détruire Espada en seulement 2 rounds, et devenir le nouveau champion des poids welter, et offrir au final au Mexique une première victoire significative sur Puerto Rico. Il y aura des suites à ce combat. Alors en 77, ils vont se retrouver pour un match retour, cette fois-ci qui aura lieu à Puerto Rico, à San Juan, et Pipino Cuevas, une fois encore, va faire plier Espada avant la limite. Je crois que c'est sur abandon. Il y aura un troisième combat en 1979 qui, si je dis pas de bêtises, avait lieu aussi. Non, il a eu lieu, celui-là, j'allais dire à Puerto Rico. Non, il a eu lieu en terrain neutre, plus ou moins, à Los Angeles, en Californie. Même s'il y a sans doute une plus forte communauté mexicaine que puertoricaine là-bas, logiquement. Et Cuevas, une fois encore, va l'emporter, donc pas avant la limite. Donc 3 combats, 3 victoires de Cuevas, c'est assez gros. Et donc voilà, dans ces années, ça commence à exploser. Dans la fin des années 70, outre ces affrontements, on va en avoir d'autres. Alors, il y en a un qui a quand même été très très symbolique. C'est l'opposition qu'il y a eu en 78 à Puerto Rico entre Wilfredo Gomez et Carlos Zarate. Carlos Zarate, j'ai fait une vidéo sur lui, je vous invite à aller la voir.
C'était à l'époque vraiment le fleuron de la boxe mexicaine et un des fleurons de la boxe latine avec Roberto Duran et Alexis Arguello. C'est un gars qui avait été élu en 77 boxeur de l'année. Je ne crois pas me tromper en disant que ça a été le premier boxeur mexicain de l'histoire à être sacré boxeur de l'année. Il était absolument phénoménal ce boxeur. En 78, il était champion des poids coqs. Il était invaincu en 52 combats, 52 victoires, 51 par KO. C'est énorme. C'était un puncher, c'était un destructeur, le mec. Vraiment, une fois encore, allez voir la vidéo que j'ai faite sur lui. Et il décide en fait de monter dans la catégorie supérieure, les super coqs, pour aller défier Gomez, qui lui aussi est un monstre. À l'époque, il est invaincu. Alors, il n'y a qu'un match nul, mais après, c'est que des victoires, que des KO. Et on s'attend vraiment à une super grosse opposition entre ces deux combattants qui sont voilà, qui vraiment, c'est un choc quoi sur l'affiche quand tu vois les palmarès, c'est énorme. Et en plus, c'est Puerto Rico-Mexique. Ça se fait au Puerto Rico. C'est un combat assez fermé au début, assez technique, parce que les deux sont des punchers, mais phénoménaux, qui font partie des plus gros punchers de l'histoire. Ils se craignent au début. Zarate commence à attaquer, donc plus agressif, forcément, c'est le Mexicain qui est le plus agressif. Et Gomez, à la troisième reprise, prend vraiment la mesure de Zarate, parce que Gomez était un boxeur exceptionnel qui, outre son punch, allié à ça des techniques qui d'ailleurs étaient plus ou moins issues de la boxe cubaine. Et il va contrer Zarate et il va vraiment le massacrer, quoi. Il va le détruire en 5 rounds et ça va être vraiment énorme. Il va infliger à Zarate sa première défaite, mettre fin à son invincibilité légendaire. Et là, le Puerto Rico va avoir sa victoire sans doute la plus significative sur le Mexique. C'était vraiment énorme. L'année suivante d'ailleurs, il y a autre chose qui se passe. C'est Carlos Palomino, donc un boxeur mexicain aussi qui défend son titre des poids welter face à Wilfred Benitez. Alors Benitez, c'est un peu particulier parce que c'est un boxeur qui est né aux États-Unis, je crois, mais ses deux parents sont des immigrés portoricains. Donc il est quand même considéré comme faisant partie de la boxe puertoricaine. Mais en fait, c'est vrai que voilà, il est plus considéré. C'est vraiment au bon vouloir parce que voilà, on pourrait le considérer comme un Américain, mais c'est vrai que les Portoricains l'ont quand même considéré comme un des leurs. Et Wilfred Benitez va battre au point Carlos Palomino à l'époque. Ça se passe à Puerto Rico. On voit qu'ils étaient malins quand même, les Portoricains. Ils organisaient plutôt les événements chez eux. Et c'est de là vraiment que cette rivalité va prendre encore de l'ampleur parce que Benitez va battre Palomino au point et devenir nouveau champion des poids welter. Et donc on voit que vraiment la boxe puertoricaine, même s'ils produisent moins de champions, ils sont en avance sur le Mexique à cette heure-là. Alors c'est dans les années 80 en fait que vraiment il va se passer quelque chose. Alors notamment avec l'apparition d'un nouveau boxeur mexicain qui est très connu, c'est Salvador Sanchez. Salvador Sanchez qui va prendre le titre mondial des poids plumes au cours de grandes batailles face à Dani Lopez, et qui va vraiment commencer à devenir une superstar dans le monde de la boxe latine. Et notamment, il va battre d'ailleurs cette année 80 dans un combat qui n'est pas resté légendaire, lui, Juan Laporte, un prospect portoricain qui était invaincu d'ailleurs à ce moment-là, et qui deviendra plus tard champion du monde, Juan Laporte. Donc Salvador Sanchez, il commence à prendre de l'ampleur. En fait, Wilfredo Gomez, dont je vous ai parlé, qui était champion du monde chez les super coqs et qui avait battu Zarate, il voit ça d'un mauvais œil. Il se dit, il y a peut-être une chance à aller taper Sanchez pour devenir vraiment la grande superstar de la boxe. Gomez, à ce moment-là, il est à son sommet, il est invaincu en 26 combats. Il y a une fois encore, c'est que des victoires, que des KO. Non, t'en as 26 ou je me demande si c'était pas même 32 combats. Désolé, j'ai vraiment pas les chiffres sous les yeux, mais en tout cas, il avait un palmarès de fou. Il avait enchaîné plus de défenses que quiconque de titres par KO, c'est-à-dire des séries de KO. Et voilà, Gomez, c'était vraiment, on le surnommait Bazooka Gomez, c'était un monstre. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est que cet affrontement va être organisé à Las Vegas par un certain Don King. Et oui, parce que Don King, ça avait été le grand promoteur dans les années 70, notamment de tous ces poids lourds. Évidemment, c'est lui qui a monté les combats entre Ali, Foreman, Frazier. Sauf que cette génération-là, elle était morte. Larry Holmes, on savait que ça n'allait pas être le nouveau Mohamed Ali. Il n'y avait pas la popularité, il n'y avait plus l'opposition d'ailleurs chez les poids lourds.
Et ça se jouait plus dans les catégories plus basses maintenant, dans les années 80. Évidemment, Don King, il aurait adoré récupérer tous les Sugar Ray Leonard, les Marvin Hagler, les Thomas Hearns, mais ces derniers n'ont jamais voulu traiter avec lui. Il récupérera Duran à un moment, mais il comprend que bon, il faut qu'il aille chercher encore plus bas. Et en fait, il voit toute cette génération de boxeurs latinos qui arrivent. Et lui, il va vraiment jouer sur l'aspect rivalité entre le Mexique et le Puerto Rico. Et c'est lui qui va organiser le combat entre Salvador Sanchez et Wilfredo Gomez, qu'il appellera justement, parce que lui donnait des titres à ses combats, Don King, il appellera ça la bataille des petits géants. Et c'est vrai que ils n'étaient pas bien gros, mais c'était vraiment des monstres dans ce qu'ils faisaient. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'en fait beaucoup font remonter le début de la guerre entre Mexique et Puerto Rico à ce combat-là. Parce que ce combat-là, c'est celui qui a vraiment dévoilé au grand public cette rivalité entre ces deux nations. On avait jusqu'alors, on savait, les puristes de la boxe le savaient, mais comme vous voyez, ça s'était pas vraiment fait aux États-Unis. Ce combat, souvent, ça allait se faire au Puerto Rico, parfois au Mexique. C'était pas hyper mis en avant. Et là, celui-là, on est au Caesars Palace, on est à Las Vegas, c'est un main event. C'est quelque chose de très gros, comme jamais il ne s'est fait. Et Don King, pour ça, il a le talent pour organiser ces gros événements. Et il y avait vraiment... tout a été rassemblé pour faire un gros événement, les conférences de presse et tout. D'ailleurs, c'est dans une conférence de presse que Gomez dit debout ou mort, mais jamais à genoux. Voilà, en disant qu'il ne posera pas un genou face à Sanchez. Et après, alors ouais, l'entrée des boxeurs, c'était absolument fou. Gomez qui rentre avec un groupe qui s'appelait Apollo Sound, je crois. Il y avait Sanchez qui arrivait avec des mariachis mexicains, vous savez, avec les trompettes et tout. Et au moment des hymnes même, il y avait les fans respectifs de l'un et de l'autre qui huaient les hymnes. Enfin, il y avait vraiment une grosse tension dans la salle. Il y avait beaucoup de gens qui ont dit, parce que c'était dans le même mois que ça s'est fait, ce combat, qu'un autre grand combat dans la même arène à Las Vegas entre Sugar Ray Leonard et Thomas Hearns, qui était au Caesars Palace, pareil. Et beaucoup ont dit, en comparaison, enfin vraiment, même Leonard Hearns, l'ambiance, c'était terne, quoi. Là, à côté, c'était vraiment mais un truc de fou, quoi. Gomez Sanchez, les fans mexicains, les fans portoricains, c'était énorme. C'était vraiment, il y avait une ambiance. Et sur le ring, ça s'est ressenti. Sur le ring, ça a été mais une guerre. Pour moi, je pense que même, ouais, honnêtement, ce combat aurait même plus mis combat de l'année 80, plus que Leonard Hearns. C'est énorme ce combat. Les retournements de situation qu'il y a. Gomez qui rentre dans le lard de Sanchez dès le début, mais qui se fait contrer, qui va au tapis, qui après se fait amocher, mais qui revient dans le combat, qui touche durement Sanchez, vraiment qui reprend la main, et puis à la fin qui finit par s'effondrer sous les coups de Sanchez. D'ailleurs, il tombe Gomez à genoux, alors qu'il disait juste avant qu'il serait jamais à genoux. Et là, on le voit, il est dans les cordes à genoux, il est complètement sonné. Et il perd par KO au 8e round. Donc, il subit sa première défaite. Et voilà, donc Salvador Sanchez met un terme à l'invincibilité légendaire de Wilfredo Gomez. Et c'est dans un combat vraiment absolument fabuleux, qui offre au Mexique sa première grande victoire. C'est peut-être pour ça que beaucoup veulent faire commencer l'histoire là, puisque les Mexicains sont plus populaires généralement que les Portoricains. Mais c'est un combat qui est énorme. Et souvent, voilà, qui a été vu comme étant le Big Bang un peu de cette rivalité, de cette guerre entre Mexique et Puerto Rico. C'est vrai que ça a été une bataille qui a vraiment fait exploser l'opposition entre ces deux pays. Ce combat, vraiment, ouais, je vous conseille d'aller le voir. C'est quelque chose de fabuleux, quoi. Mais... après ça, ce qui va se passer, c'est que Salvador Sanchez, l'année suivante, il décède hélas d'un accident de voiture ou de moto. Non, je crois que c'était un accident de voiture. Donc il partira, il avait que 23 ans, ce boxeur. Et Gomez, lui, par contre, va continuer. Alors, il va redescendre, en fait, d'une catégorie. Il va retourner, en fait, chez les Supercoques, là où il avait son titre. Et il va continuer à battre des boxeurs. Alors, notamment, on pourrait dire qu'il a battu Juan Meza, qui a été un futur champion mexicain. Et ouais, il l'a tapé par KO. Mais ce qui va se passer surtout, c'est qu'en 82, au Superdrome, il rencontre Lupe Pintor. Alors en plus, c'était un sous-carte du combat Thomas Hearns et Wilfred Benitez. C'est une des plus belles sous-cartes de l'histoire. Là, on avait Gomez contre Pintor. Lupe Pintor, en fait, c'était un boxeur mexicain, champion du monde des poids coqs. Ils avaient pour point commun avec Wilfredo Gomez d'avoir battu tous les deux Carlos Zarate. Alors Pintor, ça s'était fait un peu dans des conditions controversées. Mais depuis Pintor, il avait vraiment gagné ses galons. Il régnait depuis
3 ans sur les poids coqs, et c'était un grand boxeur. Et là, il veut monter chez les super coqs pour aller défier vraiment Wilfredo Gomez. Et là encore, ça va être un choc. Parce que Pintor, en fait, a vu que Gomez, il avait gagné contre Zarate en prenant plus ou moins le terrain de la boxe, assez technique avec les déplacements. Alors que dans la bataille, l'opposition face à Sanchez, même s'il avait été redoutable, il avait fini par plier. Et Pintor se dit, je vais le prendre sur le terrain donc, de la boxe mexicaine, vraiment lui rentrer dedans pour le faire plier. Et Gomez va accepter la bataille, et alors là, une guerre, peut-être encore pire que Sanchez-Gomez honnêtement. Le 3e round a été élu round de l'année, je crois, c'est incroyable. C'est vraiment du à toi, moi, jusqu'à qu'il y en ait un qui craque, tout en ayant quand même de la belle boxe. On voit que c'est très difficile. Gomez, il y a un moment, un round où une fois que la cloche sonne, son coach monte sur le ring, il l'attrape, le porte jusqu'à son coin pour l'économiser. Et ça dure. Et au 14e round, en fait, Gomez finit par faire plier louper Pintor. Et là, c'est assez énorme parce que Gomez a accepté le défi sur le terrain de la boxe mexicaine, donc vraiment au corps à corps, et il parvient à faire plier son adversaire. C'est incroyable ce combat, franchement, allez le voir, c'est de la folie. C'est de la folie. Ça sera d'ailleurs le dernier grand fait d'armes, je pense, de Wilfredo Gomez, qui a été celui qui a offert les plus belles victoires à Puerto Rico. D'ailleurs, c'est pas pour rien, il a été sacré, Wilfredo Gomez, je crois que c'était l'an dernier. Ils l'ont officiellement sacré meilleur boxeur portoricain de tous les temps. Vraiment un monstre, ce gars-là. Mais après ça, il y a une nouvelle génération qui va arriver. Il y avait notamment chez les portoricains Edwin Rosario, donc boxeur poids super léger, qui était invaincu, avec un ratio de KO énorme, qui était très jeune, une vingtaine d'années, et on le voyait justement comme le nouveau Wilfredo Gomez. Et en 83, il combat pour le titre vacant des poids légers qui a été laissé vacant justement par Alexis Arguello. Et en face de lui, il y a le Mexicain José Luis Ramirez, qui est assez jeune, mais qui a déjà un palmarès énorme, parce que lui, alors il avait boxé, ce boxeur, depuis les années 70, et il avait enchaîné les combats. C'est impressionnant le palmarès de ce gars-là, Ramirez. Et ça se fait justement à Puerto Rico. C'est un combat qui va être très serré entre les deux. Rosario va pas trouver la faille pour mettre KO Ramirez, mais ça va être une grande bataille. À la fin, Edwin Rosario va être sacré vainqueur par décision. Je pense que ça a été un petit peu controversé à l'époque. Je peux comprendre, pour ma part, j'aurais peut-être plus mis Ramirez vainqueur, mais c'était pas non plus hyper évident. C'est un combat qui est vraiment très 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 serré. Donc forcément après ça, il y aura une revanche qui aura lieu l'année suivante, toujours à Puerto Rico. Alors c'est cette fois-ci, ça va être vraiment, il va y avoir beaucoup de tension, parce que voilà, Rosario disait ça n'a pas convaincu forcément que je le batte par décision la première fois, donc ce coup-ci il faut vraiment que je le mette KO. Je vais appuyer mes coups et je vais vraiment chercher à le mettre KO. Et on pouvait penser que c'était un peu du bad buzz. Alors une fois encore, il y a tout ça, et depuis que Don King est rentré dans le milieu, tout ça est très bien commercialisé, la rivalité entre ces deux pays. Donc on pourrait se dire, oui, ils en jouent aussi commercialement pendant les conférences de presse. Mais dès les premiers instants du combat, c'est fabuleux. Ramirez va sur Rosario, et Rosario, le premier coup qu'il met, Ramirez s'effondre. Au tapis direct, au premier coup. Donc on se dit, ah ouais, Rosario, vraiment, il plaisantait pas. Et il va renvoyer son adversaire au tapis dans la seconde reprise. Donc vraiment, Rosario, là, il fait parler à la puissance, il marche sur Ramirez. Et au 3e round, c'est très difficile, mais Ramirez tient le coup. Et au 4e, Ramirez retourne la situation. Et à son tour, il va envoyer plusieurs fois Rosario au tapis, et ça va déclencher un KO technique. Combat de l'année 84, allez le voir, vraiment un des plus gros retournements de situation de l'histoire. Donc Ramirez qui gagne ce combat, qui ramène la fierté au Mexique. Il n'y a jamais eu de 3e combat, il n'y a jamais eu, ça aurait pu pour faire une belle, pour les départager, mais pour le coup, Rosario avait décroché une décision serrée dans le premier combat. Là, Ramirez l'a eu en 4 rounds, donc on peut dire que c'est Ramirez qui quand même a remporté cette rivalité. Alors, il y avait un autre boxeur qui était apparu aussi à ces années chez Puerto Rico, un autre phénomène, c'est Hector Camacho. Hector Camacho qui devient champion des super plumes en battant justement un Mexicain chez lui à Puerto Rico, c'est contre Rafael Limon. Alors là encore, il fait vraiment
un combat. Bon, il n'y a pas forcément Rafael Limon, ça a été un très grand boxeur, mais là, je pense qu'il était quand même sur le déclin. Et face à la vitesse de Camacho, il ne va rien pouvoir faire. Il y a des images célèbres où on voit Limon qui est dans les cordes et Camacho qui envoie des rafales de coups et qui va devenir donc champion du monde des poids super plumes. Après ça, Hector Camacho, il va monter chez les poids légers et il va justement rencontrer José Luis Ramirez dans l'espoir de venger la défaite de Rosario. Cette fois-ci, ça se fait à Las Vegas, donc c'est plus sur un terrain favorable aux Mexicains. Et Camacho va battre Ramirez au point. Camacho, c'est un boxeur, si vous le connaissez un peu, très rapide, un jeu de jambes exceptionnel. Et c'est vrai qu'il n'était jamais vraiment dans l'opposition frontale, c'était plutôt le gars qui bougeait, qui tournait autour, qui plaçait des coups et qui se retirait. Et du coup, les Mexicains vont vraiment le haïr, ce boxeur, en disant ouais, il fuit le combat et tout. Enfin, voilà, on va le traiter de lâche, et notamment ce qu'il fait face à Ramirez, où il évite toujours le combat direct. Et ça lui permet de gagner une décision au point. Mais ça va pas être apprécié vraiment. Alors bon, déjà les Mexicains n'apprécient pas que leur champion perde, mais en plus de cette façon-là, quoi. En 87, on va avoir aussi une autre grosse opposition, puisqu'il y a un gros phénomène qui arrive dans la boxe mexicaine, et vous le connaissez tous, c'est Julio César Chavez. Chavez qui, dans les années 80, en fait, voilà, était devenu champion en 84 chez les super plumes, et il avait battu justement dans cette catégorie Juan Laporte au point. Donc boxeur puertoricain, c'est pas un gros combat qui reste dans l'histoire. Par contre, en 87, à Las Vegas, à l'hôtel Hilton, il va combattre Edwin Rosario. Rosario, donc, qui revenait sur le devant de la scène après sa victoire contre Ramirez, sa défaite, pardon, contre Ramirez. Et il y a eu beaucoup de tension dans ce combat. Alors on sait que Rosario a beaucoup, apparemment, aurait été pas mal dans l'insulte, et notamment envers les boxeurs mexicains, disant qu'en fait c'était des gros abrutis qui savaient qu'avancer, prendre des coups, enfin qu'ils étaient idiots, quoi. Et il y avait vraiment une grosse tension d'avant le combat. Et quand ça arrive, ce combat, mais alors là, c'est, moi je pense, peut-être l'une des plus belles performances de Chavez. Moi je trouve que c'est avec cette performance, on le connaissait déjà, il était invaincu, il avait été champion, mais là, il dévoile vraiment un énorme niveau, parce que Chavez, il va aller il va boxer typiquement à la mexicaine, c'est-à-dire d'avancer, de se coller à son adversaire et de le marteler. Et Rosario, en sachant que c'était un énorme puncher, que Chavez ait pu faire ça, c'est énorme. Et physiquement, c'est un combat qui se fait vraiment physique. Même des fois un peu sale, Chavez s'appuie sur Rosario pour le mettre dans les cordes, mais il le massacre, c'est impressionnant. Et c'est vraiment un chemin de croix pour le portoricain pendant 11 rounds, et au 11e, c'est la fin, il s'effondre. Beaucoup d'ailleurs ont... Enfin, la légende dit que Chavez avait fait durer volontairement pour punir un peu Rosario de ses propos. Je pense pas que ce soit vraiment le cas. Enfin, je pense que Chavez, il a boxé comme il devait boxer. Enfin, même si c'était risqué, mais pour le coup, il a fait vraiment... c'est là où c'est beau, c'est qu'il boxe typiquement à la mexicaine, donc le type de boxe dont s'est moqué Rosario, et il l'écrase avec ce style de boxe, quoi. Mais Rosario était solide, donc il va essayer de répliquer pendant des rounds et des rounds, mais Chavez physiquement le dévore, quoi. C'est impressionnant ce combat. Impressionnant, une des plus grosses victoires du Mexique sur le Puerto Rico. Et après ça, c'est évidemment Chavez, lui qui va continuer à enchaîner et qui va devenir même le considéré comme le meilleur boxeur, toutes catégories confondues à l'époque. Donc Puerto Rico est quand même laissé pas mal de côté. Il y a une opposition qui est pas trop mal au début des années 90, c'était un boxeur mexicain, Raúl Pérez, qui était dans le top 10, toutes catégories confondues, qui avait battu Wilfredo Vasquez, un boxeur portoricain très réputé. Et là, il se retrouve donc pour le titre champion du monde des poids super coq au Mexique. Donc c'est assez rare dans ce sens-là, mais là pour le coup c'est un portoricain, donc Vasquez, qui va chercher le titre chez le Mexicain Pérez, et Vasquez va faire un énorme combat puisqu'il va détruire Pérez en 3 rounds. Donc là, grosse victoire pour Puerto Rico. Mais dans la même année, le combat qui va le plus attirer l'attention, c'est un combat qui était fantasmé depuis des années entre Julio César Chavez et Hector Camacho. Voilà, Camacho qui avait fait beaucoup de mal aux boxeurs mexicains. Et le Mexique, justement, voulait y opposer son fleuron, son meilleur boxeur, pour essayer vraiment de casser la boxe de ce Camacho qui, on disait, était fuyant toujours, faisait que se balader sur le ring. Et combat qui est pas... Enfin, si, qui est un bon combat, mais qui n'a rien d'extraordinaire par rapport aux guerres qu'on a citées. Mais là, pour le coup, en fait, c'est impressionnant parce que
on se disait que Camacho allait vraiment mettre en difficulté Chavez, étant donné en fait qu'il avait ce jeu de jambes et qu'il pourrait un petit peu contrôler le combat. Et en fait, non, Chavez lui coupe tellement bien le ring, parce que dans ses déplacements, Julio César Chavez, il est exceptionnel aussi. Il lui met la pression et Hector Camacho ne peut rien faire. Il se fait lui aussi dévorer par Chavez, qui lui coupe tout le ring, et Camacho ne peut rien faire, il ne peut que survivre. Ça va aux 12 rounds et c'est une très large victoire de Chavez au point. C'est impressionnant, vraiment, très très grosse victoire de Chavez. Donc le Mexique qui vraiment, grâce à Chavez, prend vraiment un gros avantage sur Puerto Rico, mais dans ces années 90, il y a un nouveau phénomène qui apparaît à Puerto Rico, évidemment, c'est Félix Trinidad. Et Trinidad qui devient champion en 93 des poids welter face à Maurice Blocker. Et en 94, il va boxer un gros nom de la boxe mexicaine qui était Luis Ramon Campas, qu'on surnommait Yori Boy Campas, qui était invaincu, ce boxeur, en 56 combats. Alors il n'avait jamais... c'était ici son premier titre de champion du monde, enfin son premier championnat du monde. C'est un gars qui était resté cantonné à des combats au Mexique, un petit peu en Amérique, mais qui n'avait jamais en fait... vraiment percé dans le milieu. Et là il se retrouve donc face à Félix Trinidad. C'est vendu par Don King, donc évidemment Don King, on le voit avec ses drapeaux, Biba Mexico, Biba Puerto Rico, il fait son show, ça fonctionne. C'est au MGM Grand de Las Vegas et c'est un combat qui reste dans les annales aussi, parce qu'au début Trinidad se fait vraiment malmener par Campas, qui est plus trapu. Je pense qu'après réhydratation, Campas était plus proche d'un super welter. D'ailleurs, c'est dans cette catégorie qu'il a évolué par la suite. Il va faire mal à Trinidad dans le premier round. Il va l'envoyer au tapis. Après, Trinidad va être vraiment durement étriqué. On voit même qu'à un moment, comme souvent, Trinidad, quand il est en difficulté, il va mettre des coups bas un petit peu pour le reposer. Il va perdre un point. Et comme souvent, Trinidad, qui démarre un petit peu, se fait souvent malmener au départ, perd parfois des points sur des coups bas, et d'un coup il a le réveil, et là au quatrième il se réveille et il se met à massacrer Campas, et c'est l'arbitre qui arrête le combat. L'image finale est très marquante où Trinidad atteint Campas avec un crochet du gauche, et Campas il a la tête qui part en arrière, en fait t'as l'impression qu'elle va se décrocher. C'est vraiment impressionnant ce combat là, ça résume bien Félix Trinidad au final, et grosse victoire pour Puerto Rico là. Alors après, en parlant de ça, évidemment, il y avait, pour la boxe mexicaine, quand Chavez qui était encore là dans les années 90, mais il va y avoir cette défaite légendaire. Alors, outre Frankie Randall, il y a une défaite qui est restée quand même dans les annales, c'est en 96 contre Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya, américain d'origine mexicaine, et pour beaucoup, c'était le passage de flambeau, c'est-à-dire que la nouvelle star mexicaine allait être de la Hoya. Mais de la Hoya, c'est particulier puisque c'est un boxeur américain. Il a certes, alors je sais pas si sa mère était d'origine mexicaine, son père était d'origine mexicaine, mais après ouais voilà, enfin en tout cas, on sait que De La Hoya, il a beaucoup représenté pour le Mexique. Très souvent, si vous regardez, il mettait en avant cette filiation avec le Mexique, et c'est devenu un petit peu la nouvelle coqueluche. Et en 99, il y a ce duel au sommet face à Félix Trinidad. Et là, pour le coup, je ne sais pas si à l'époque ils avaient vraiment essayé de vendre cet aspect, cette rivalité entre les deux nations. Alors, il faut savoir que c'était chez Bob Arum qui avait organisé ça à l'époque, donc c'était pas Don King. C'est peut-être pour ça. On va voir après pourquoi vous verrez pourquoi je vous dis ça. Mais ils l'ont pas forcément mis en avant, cet aspect Mexique contre Puerto Rico. Alors une fois encore, De La Hoya n'est pas vraiment mexicain, il est plus américain. Mais en tout cas, le combat d'ailleurs n'a pas été ce qu'on aurait pu attendre d'une rivalité entre Mexique et Puerto Rico, puisque Trinidad De La Hoya, qui a eu lieu au Mandalay Bay à Las Vegas, qui était à l'époque, qui avait battu des records de pay-per-view, qui avait été intitulé le combat, non pas du siècle, mais carrément du millénaire, hein, puisqu'on était à l'aube de l'an 2000. C'était un combat qui était assez décevant. Alors De La Hoya, il fait ce qu'il a à faire, plus ou moins, il est en mouvement, mais il évite donc l'affrontement direct avec Trinidad, qui a du mal à le toucher. Mais quand même, à la fin, Trinidad revient bien parce que De La Hoya se sentant en avance au point, lui laisse un peu filer les rounds. Et à la fin, on a une décision qui est polémique, c'est vrai, en faveur de Trinidad. Bon, c'est vrai que ça aurait sans doute plus dû aller du côté de La Hoya, même si je pense que l'écart n'est pas forcément énorme parce que Trinidad est très constant dans ce combat. Mais ouais, c'est un combat qui quand même avait pas mal déçu De La Hoya Trinidad.
Et par contre, l'année suivante, en 2000, alors Trinidad qui revient avec Don King parce qu'il s'était brouillé avec Don King, puis il revient finalement avec lui. Il monte chez les Super Welter, il prend le titre mondial WBA face à. C'était, comment il s'appelait ce boxeur? J'ai oublié son nom. C'était pas David Reed, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'était ça. Hein. J'ai plus le nom en tête, mais en tout cas, il devient champion des Super Welter. Et dans cette catégorie de Super Welter, il y avait un autre phénomène américano-mexicain, c'était Fernando Vargas, jeune, invaincu, qui était comme De La Hoya, un Américain d'origine mexicaine, mais qui lui portait beaucoup plus que De La Hoya, lui, les gènes mexicains, on va dire. Déjà, que ce soit sa physionomie, son faciès, et vraiment il revendiquait à fond l'héritage mexicain, Fernando Vargas. Et là, pour le coup, comme c'est Don King qui va organiser ce combat, eh ben, ça va être vraiment vendu sous l'égérie Mexique contre Puerto Rico. Combat, alors, qui est aux antipodes, vraiment à l'inverse de la Hoya Trinidad. Là, cette fois-ci, c'est la bataille. C'est déjà Trinidad qui envoie Vargas au tapis. Dès le premier round, il l'envoie 2 fois au tapis. Il y a la règle des 3 knockdowns. Alors, on se dit, si Vargas il retombe encore une fois, c'est fini. Alors, en plus, il y a résultat, mais Vargas tient le coup. Et Vargas, dans le 3e, parvient à revenir. Au 4e, il arrive même à envoyer Trinidad au tapis. Donc, c'est un retournement de situation énorme. Trinidad, comme à son habitude, qui travaille par des coups bas un petit peu pour essayer de ralentir Vargas, il perd des points. Et puis une fois encore, après en avoir perdu 2, Trinidad, il se réveille au 7e. Et là, il se met à marcher sur Vargas. Vargas qui à son tour lui envoie des coups bas pour essayer de le ralentir. Donc il perd un peu aussi. Et puis au 12e round, Trinidad qui me fait le bouquet final, qui envoie 3 fois Vargas au tapis. Et là, c'est le chaos technique. Combat vraiment, mais fabuleux. Vraiment énorme, l'un des plus beaux combats de Trinidad. Et voilà, qui ramène la victoire à Puerto Rico. On peut dire que Trinidad, il en a quand même ramené pas mal aussi à Puerto Rico, un petit peu comme Wilfredo Gomez. Il les a bien arrangés sur la compétition. Donc voilà. Et dans les années 2000, alors, on peut parler aussi, ça s'est poursuivi. Alors, des combats qui ne sont pas très très célèbres, mais il faut en parler quand même. C'est un boxeur portoricain qui était exceptionnel, c'était Iban Calderón, qui était probablement, je dirais, le plus cubain de tous les boxeurs portoricains, parce qu'il boxait vraiment à la cubaine, c'est-à-dire c'était un gaucher, et vraiment un style ultra défensif, basé sur l'esquive, la contre-attaque, mais peu d'activité, et il était haï par beaucoup de fans, parce que tout le monde disait, ouais, ça boxe est chiante. C'est un peu ce que beaucoup ont pu reprocher à Guillermo Rigondeaux, le cubain. Il faisait ça. Et à Puerto Rico en 2007, il combat contre. Il défend le titre des Mimouches contre Hugo Fidel Cazares, un Mexicain. Il gagne le combat au point. Ça a été très controversé. Ou c'est. Attendez, non, je crois que c'était. Non, c'était pas une victoire au point, c'était un match nul, excusez-moi. Et match nul très controversé parce que Cazares aurait dû. Aurait dû gagner, il l'avait envoyé au tapis et. Bon, c'est vrai que même si Calderón contrôle une bonne partie du combat, Cazares quand même l'envoie au tapis plusieurs fois. Il y a même une fois où c'est pas comptabilisé, mais ça aurait dû l'être. Donc ça avait été polémique. Alors il y a une revanche l'année suivante en 2008. Calderón va gagner au point. Une fois encore, c'est litigieux. Alors toujours pareil, il y a les terrains de débat. Les Mexicains diront non, il a rien fait, il a fait que courir, il aurait pas dû gagner. Et il y en a d'autres qui diront non, mais il a très bien contrôlé l'espace du ring et tout, il a été plus précis, donc c'est lui qui méritait la victoire. C'était litigieux. Que d'ailleurs Cazares, à la fin du combat, il dit je pense que Ivan Calderón est quelqu'un de très chanceux parce que pour avoir décroché une décision vu le combat qu'il a fait, enfin voilà. Il y avait de l'animosité et Calderón, il va être haï pour ça par les Mexicains et vous allez voir qu'on va y revenir après, ça va jouer cette haine envers Calderón. En 2008, évidemment. Alors, non, remarque, je vais plutôt finir sur Calderón plutôt avant de vous parler d'un gros combat qu'il y a eu en 2008. Vous voyez, à mon avis, duquel je veux parler. On va finir sur Calderón. Puisque Calderón, en 2010, du coup, il rencontre à nouveau à Puerto Rico un nouveau boxeur mexicain qui est Giovanni Segura. Et là, alors, allez voir ce combat. Combat de l'année 2010, extraordinaire. Calderón qui est mis KO par Segura après un gros combat. Où vraiment, alors là, Calderón, moi j'aimais pas ses combats, mais alors là, pour le coup, parce qu'il est poussé dans ses retranchements par Segura qui a une énorme allonge, qui le travaille au corps et qui l'empêche de bouger comme il veut. Quel combat, franchement, c'est un combat fabuleux avec des retournements de situation.
allez le voir, c'est énorme ce combat. Et d'ailleurs, ils se retrouveront pour une revanche, cette fois-ci au Mexique, en 2011, l'année suivante. Mais là, pour le coup, par contre, Segura est dominé par Calderon au point, mais il va trouver la faille dans le 6e et il va le mettre KO. Voilà, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que dans les deux combats, alors surtout dans le premier Calderon, de voir qu'en fait, il tombe pas sur un coup, il s'effondre vraiment sous l'accumulation des coups. C'est-à-dire que Segura, il a un cardio de fou, il le martèle, et souvent les coups d'ailleurs, il y en a beaucoup qui passent pas parce que Calderon bouge très bien, il part très bien, il bloque très bien, mais au bout d'un moment, le déluge est tellement fort que le portoricain, il en peut plus, il s'effondre, quoi. C'est trop pour lui. Mais vraiment, des combats, surtout le premier combat très 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 impressionnant. Alors, on va revenir en 2008, puisque le combat dont je voulais vous parler, évidemment, c'est Miguel Cotto contre Antonio Margarito. Margarito, qui d'ailleurs avait lui aussi fait du mal au Puerto Rico, puisqu'il avait battu 2 fois par KO Carmine Cintron, et qui était un grand boxeur portoricain. Et là, il se retrouve en 2008 face à Cotto. Ce combat qui a lieu à Las Vegas, il était fantasmé. Et beaucoup le comparaient, disaient ça va être, vous allez voir, Hagler-Hearns, ce combat. Ils vont se rentrer dedans et il va y en avoir un qui va s'effondrer. Et on pensait que ça serait plus Cotto qui allait y gagner parce que Cotto, c'était le phénomène de la boxe portoricaine. Il avait été champion chez les super légers, il avait été champion chez les welter, il était toujours champion chez les welter. Et là, c'était le combat vraiment hyper attendu entre les deux. Donc en fait, ce qui va se passer sur le ring, c'est que Cotto va pas vraiment faire ce qu'on pensait, c'est qu'il va plutôt boxer intelligemment. Malgré son déficit de taille, il va vraiment tourner autour de Margarito, être souvent dans l'esquive, frapper, se retirer, il fait un combat fabuleux. Et Margarito, on voit que dans les 5 premiers rounds, il voit pas le jour honnêtement. Il n'arrive pas à toucher. Cotto, il est plus technique, il est plus rapide, il fait vraiment, il domine le combat, il contrôle l'espace du ring, il touche plus, c'est une leçon vraiment, une leçon. Mais au 6e, Cotto il se fait acculer dans les cordes, et là Margarito le martèle avec des coups puissants qui font vraiment mal à Cotto et qui vont le blesser. Et Cotto par la suite, il n'arrive plus à bouger comme avant parce qu'il a été durement touché. Et d'un coup, Margarito reprend l'ascendant. Et là, c'est impressionnant parce que Margarito, au final, n'a rien lâché dans ce combat. Il avance, il marche sur Cotto. Et Cotto se fait, à force de se faire marteler, va finir par s'effondrer dans la 11e reprise. Il a le visage en sang, il est coupé de partout. Il se fait vraiment massacrer, crucifié par Margarito. C'est terrible ce combat, vraiment terrible. La chute de Cotto, et ça avait choqué beaucoup de monde à l'époque. Énormément de monde. Donc là, grosse victoire du Mexique sur une star de Puerto Rico qui était invaincue, Miguel Cotto. Alors à ce moment-là, Margarito, ça devient une superstar. Il devient vraiment, il est mis en avant. Mais ce qui va arriver, et vous connaissez cette histoire évidemment, c'est qu'en 2009, il combat Shane Mosley. Et juste avant le combat, il se fait pincer. Lui et son clan se font pincer en train de durcir les bandages de Margarito avec une substance pour un peu que ce soit comme du plâtre, ce qui évidemment est foncièrement illégal. Et là, évidemment, ça va exploser. Alors, Margarito, il se fait pincer juste avant par l'arbitre, donc ils lui font lever les bandages, il lui faut mettre des vrais bandages, et après il monte sur le ring face à Mosley, il va perdre par KO. Alors, sans doute plus préoccupé par la sanction qu'elle a entraîné le fait qu'il se soit fait pincer que par son combat. Mais du coup, voilà, ça va dégrader l'image de Margarito. Et surtout, une question va se poser pour les fans. Ça va être de dire, mais est-ce que Antonio Margarito, il avait ces fameux bandages durcis au moment où il a rencontré Cotto en 2008 ? Il n'y a jamais eu de preuves, ça reste des spéculations, mais c'est vrai que beaucoup, notamment le clan Cotto, est persuadé que Margarito, ce soir-là à Las Vegas en 2008, il avait ces fameux bandages. Et Cotto, il a étayé sa thèse en montrant des photos où on voit une craquelure au niveau des bandages de Margarito qui n'est pas naturelle. Les blessures de Cotto aussi sont énormes dans ce combat, et je veux bien qu'en boxe, ça peut occasionner des grosses blessures, mais là, quand vous voyez comme finit Cotto, on peut se dire qu'effectivement il y a anguille sous roche, et même déjà je crois que le clan Cotto après le combat s'était plaint d'un truc, avait dit ça nous a paru quand même bizarre la puissance de Margarito dans ce combat, est-ce qu'il n'y avait pas un truc, je crois qu'avant que Margarito vraiment se fasse officiellement pincer, le clan Cotto s'était plaint d'un truc suite à ce combat. Bon, après ça c'est
c'est des polémiques, c'est d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais le clan Vargas s'était plaint aussi suite au combat contre Trinidad que Trinidad aurait pu avoir des bandages durcis. Après le combat contre Hopkins, c'est ressorti cette histoire que Trinidad aurait pu avoir des bandages truqués. Il y a eu des articles à l'époque qui étaient sortis là-dessus, mais je les ai pas retrouvés. Il me semble que l'équipe avait fait un article là-dessus à l'époque, je suis pas sûr, mais il y avait eu un article en français qui disait que Trinidad était un tricheur. Mais c'est pas ressorti ces articles. Et je sais que j'avais vu par contre des articles américains qui parlaient de diffamation par rapport à ça. Alors est-ce qu'en fait ça a été effectivement une rumeur qui a été lancée sur Trinidad et comme ça n'a jamais été vérifié, ben, beaucoup d'articles ont été retirés. Mais il y a eu, voilà, il y a eu des histoires sur Trinidad aussi. Mais bon, on va revenir à Margarito Cotto, puisque après ça, ben, Cotto va être obsédé par une chose, évidemment, c'est de prendre sa revanche. On le comprend parce que ça a été sa première défaite de carrière, ce qui a mis un terme à son invincibilité. Mais plus que ça, l'animosité qu'il y a, c'est que Cotto, si Margarito effectivement avait vraiment ses bandages lors du premier combat, ben, il aurait pu briser sa carrière et même sa vie, quoi. Parce que Cotto, il aurait pu se retrouver très très lourdement handicapé, quoi, suite aux blessures qu'il a subies. D'ailleurs, Cotto, je pense que après ce combat, ça sera plus jamais vraiment le même quand même. Mais en tout cas, ils vont se retrouver en 2011 pour une super revanche qui aura lieu cette fois-ci au au Madison Square Garden, à New York. Donc là, un terrain beaucoup plus favorable à Miguel Cotto. Margarito, à ce moment-là, évidemment, on peut dire que Cotto choisit un peu le bon moment pour le prendre parce que Margarito il avait perdu en crédibilité sur cette histoire, mais l'année d'avant, il avait pris une très lourde défaite face à Manny Pacquiao. Et Cotto va lui faire un peu subir le même sort. Hein. Il va le dominer, il va y ouvrir les arcades. Et à la 9e reprise, l'arbitre arrêtera le massacre. Et Margarito, jusqu'au bout, sera impopulaire. Et puisqu'après le combat, il est arrêté, on voit qu'il est touché. Et il dira au micro, ouais, mais Cotto, il frappe comme une petite fille. Enfin bon. Voilà, jusqu'au bout, le gars a maintenu et forcément, ça reste un des méchants de la boxe, on va dire, Margarito. Voilà, contrairement à Cotto, qui lui était toujours le gars assez humble, très respectueux. Voilà. Donc, grosse rivalité là aussi. Il aurait pu avoir une belle, du coup, puisqu'ils avaient chacun une victoire et une défaite. Elle aura jamais lieu, cette belle. Mais bon, je pense que Cotto a pris sa revanche quand même et a prouvé quand même qu'il était supérieur à Margarito. Alors après ça, il y a eu d'autres gros combats qui ont eu lieu, notamment chez les poids plumes, j'y pense, dans ces catégories-là. Ça a commencé vraiment en 2010 avec l'émergence d'un autre grand phénomène chez Puerto Rico, c'était Juan Manuel Lopez. Juan Manuel Lopez qui va défendre le titre des poids plumes face à Rafael Marquez, le Mexicain. Rafael Marquez qui est le frère donc de Juan Manuel Marquez, qui avait été très populaire dans les catégories coq et super coq, notamment pour ses combats face à Israel Vasquez, notre Mexicain. Et là donc, il fait une opposition contre le Puerto Rico. C'est à Las Vegas, au MGM Grand, donc terrain plus favorable à Marquez. Et Lopez, qui était le petit phénomène vraiment de la boxe puertoricaine, là il est porté vraiment par tout un pavé. Il y a Trinidad qui est là ce soir-là, il y a Gomez. Vraiment, c'est la nouvelle coqueluche Lopez et il faut qu'il y parvienne. Et effectivement, il va battre Rafael Marquez qui en le poussa à l'abandon. Alors Marquez avait dit qu'il s'était blessé à l'épaule, mais c'est vrai que gros combat de Juan Manuel Lopez, qui est un gros cogneur, un gros puncher, et là, Lopez ça devient une star à Puerto Rico énorme, quoi. Absolument énorme. Si bien que l'année suivante, il va boxer chez lui à Puerto Rico, à Bayamon, contre un autre grand boxeur mexicain qui est Orlando Salido. Et là, évidemment, combat, là encore, assez extraordinaire entre les deux boxeurs, mais cette fois-ci, Salido qui va marcher sur Lopez et qui va le battre par KO. Ce combat, il est incroyable. Alors, il le bat par KO au 8e round. Alors, certes, Lopez avait dit que l'arrêt était un peu prématuré, mais on voit qu'il prend beaucoup de coups. Alors, c'est ce qui est impressionnant, par contre, c'est que Lopez a tendance parfois, c'est le plus mexicain, je dirais, des portoricains. C'est un gars qui va au casse-pipe, qui prend des coups, et à la fin, contre Salido, il voit qu'il est touché, et en fait, en se disant, je suis touché, il dit, je tente le tout pour le tout, et il continue à riposter, mais il en prend, et l'arbitre au devant dit, non, mais il faut arrêter, t'en prends trop, quoi. Mais quel panache du côté de Juan Manuel Lopez, mais en tout cas, Orlando Salido fait s'effondrer un petit peu
le mythe de cette nouvelle superstar portoricaine en le battant chez lui à Puerto Rico, donc grosse victoire de Salido. Il y aura une revanche qui sera organisée l'année suivante, toujours à Puerto Rico. Donc là encore, franchement, il faut quand même saluer parce que Salido, le gars, il y va une première fois, il y retourne. Déjà la première fois, il le bat chez lui, il y retourne une seconde fois, et une fois encore, il va le battre. Et un combat, alors, c'est assez terrible ce combat parce que Lopez, cette fois-ci, change de technique, c'est-à-dire que il cherche plus à aller à l'opposition avec Salido parce qu'il a vu que le mec c'est le Mexicain qui frappe, qui a pas peur du corps à corps. Alors il cherche le plus à le boxer et en fait on voit que ça marche pas. Dans les déplacements c'est pas son style à Lopez et il a du mal. Alors cinquième il fait l'illusion en envoyant Salido au tapis mais direct après il se refait marcher dessus et au dixième il se fait mettre KO d'une façon très violente et c'est fini pour lui quoi. C'est fini. Donc évidemment Salido vainqueur par 2 fois. Énorme combat, énorme boxeur, Orlando Salido. Donc dans ces années-là, avant de passer à la suite, il y a eu également un très gros combat qui avait eu lieu à Las Vegas en sous-carte de Manny Pacquiao contre Shane Mosley. C'était Jorge Arce contre Wilfredo Vasquez Jr. Wilfredo Vasquez Jr., donc le fils du grand Wilfredo Vasquez, qui était champion chez les poids... C'est les poids coqs ou super coqs? Il me semble que c'était les poids coqs. Et donc contre un Mexicain, Jorge Arce, une guerre là encore. Enfin, allez voir ça, c'est incroyable quoi. Le nombre de coups qui se mettent. Arce qui se retrouve au tapis à la mi du combat ou 5e, je crois, 4e ou 5e, et qui revient comme un fou après. Mais c'est vraiment très disputé. Et au 11e, en fait, Vasquez est dans les cordes, il prend trop de coups et c'est son père en fait qui va jeter l'éponge. Parce que voilà, il voit il voit que son fils il peut pas tenir. Alors on voit qu'après Wilfredo Vasquez Jr. qui en larme un peu parce que c'était sa première défaite et son père qui explique, qui lui dit écoute, je devais arrêter le combat parce que là c'était pas possible, tu prenais trop de coups quoi. Donc gros combat là aussi. Et après ça, je dirais que ça s'est quand même pas mal estompé. Alors, il y en a eu d'autres. Par exemple, Orlando Salido, il a notamment combattu contre Rocky Martinez 2 fois. 2 beaux combats quand même. Mais ouais, c'est quand même pas du niveau, je trouve, de ce qu'on a pu avoir avant. On a eu aussi... alors, on pourrait les citer, ces combats... Mikey Garcia qui est d'origine mexicaine, lui aussi qui a boxé Juan Manuel Lopez et Rocky Martinez, il les a battus les deux par KO. Bon, c'est vrai que ça pourrait être rentré en ligne de compte, ça a été vendu d'ailleurs à l'époque un peu sous cette effigie en disant ouais Garcia c'est un Mexicain, parce qu'il était d'origine mexicaine et il va combattre un Portoricain, mais bon. C'était pas. Après, c'est quand même des beaux combats, notamment même les Salido Martinez, c'est quand même de beaux combats à suivre. Et puis il y a eu évidemment en 2015, alors là c'est sur un plan surtout événementiel, le combat pour le championnat du monde des poids moyens entre Miguel Cotto et Saúl Canelo Alvarez au Mandalay Bay à Las Vegas. Donc je me souviens qu'à l'époque ça avait vraiment relancé tous les débats sur cette rivalité, parce que voilà, là c'était. En plus du Mexique-Puerto Rico, c'est 2 superstars, quoi, Alvarez et Cotto. Et on attendait ce combat de pied ferme en disant ça va être une folie, une guerre. Ça a été un beau combat. Ça n'a pas été la guerre attendue parce que ça aussi, on va pouvoir en reparler justement de l'évolution de tout ça. Mais en tout cas, un beau combat. J'ai été assez... Alors, c'est Alvarez qui va le gagner au point. J'ai été assez surpris de voir que sur les réseaux sociaux, sur les forums, beaucoup de gens trouvent que Miguel Cotto s'est fait voler à ce combat, alors que bon, moi pour ma part, quand même, Alvarez, il domine le combat, il fait un combat très impressionnant. Après, c'est vrai que Cotto fait un combat lui aussi fabuleux, parce que Cotto, il a 35 ans, on voit qu'il n'est pas du gabarit d'Alvarez, c'est un gars qui vient des super légers, Cotto, Alvarez vient des super welter, et Alvarez, on sait qu'il fait des très très grosses réhydratations après peser, je ne sais pas combien il pouvait peser face à Cotto, ça se trouve il était pas loin des 80 kg au moment où il le rencontre. Et ce que fait Cotto pour le coup, c'est vraiment, il fait un très très gros combat et on s'est dit ouais, un Cotto plus jeune, ça aurait pu vraiment être beaucoup plus dur pour Alvarez, mais très beau combat quand même. Et même si c'est sans doute pas la guerre qu'on attendait, ça reste un beau combat. Mais c'est vrai que par rapport à ça, pourquoi c'est plus la guerre aussi tant attendue? Parce que les choses ont évolué. C'est-à-dire que c'est vrai que les Mexicains qu'on caricaturait, comme je vous dis,
qui boxe en avançant. Alors il y a toujours des Mexicains qui le font. Salido, je veux dire, c'est pas si vieux que ça. Maintenant il a pris sa retraite, mais il boxait à la mexicaine. Mais on a quand même eu, déjà je pense qu'avec Salvador Sanchez, on avait un exemple d'un Mexicain qui était plus technique, qui boxait beaucoup plus sur qui jouait sur les déplacements, qui était, voilà, qui se contentait pas d'avancer comme un bourrin. On a eu Ricardo Lopez, évidemment chez les Popeyes, qui était très technique, et on voit aujourd'hui ce qu'en fait un Canelo Alvarez. Au niveau défensif et tout, je veux dire, on voit que ça a évolué. C'est plus, les Mexicains sont très complets aussi maintenant. Même si vous verrez rarement un Mexicain fuir le combat. Alors, je sais que certains vont me dire, si regarde Alvarez contre Golovkin le premier. Oui, non, on peut pas dire quand même qu'il boxe à la cubaine, hein, Alvarez contre Golovkin, même dans le premier. Il est en retrait effectivement, mais voilà, il boxe quand même, il fait ce qu'il a à faire. Mais en tout cas, on voit que maintenant, ils arrivent à avoir une belle variété aussi, les boxeurs mexicains. Donc ça a été vraiment Cotto Alvarez, je pense, la dernière grande opposition qu'il y a eu. Alors, il y a eu d'autres affiches, je crois que Miguel Berchelt aussi avait combattu contre un portoricain, mais c'est plus les grandes affiches quand même qu'on avait à un certain moment. Ça s'est peut-être un peu estompé aussi, cet aspect rivalité. Alors, maintenant, on va chercher aussi à comprendre pourquoi, en fait, au final, quand on voit toutes ces batailles dans cette guerre, pourquoi il y a eu cette rivalité entre les deux nations à ce point. Il y avait Ring Magazine qui avait interrogé un sociologue, un professeur sociologue, le docteur Antonio Sotomayor, qui a écrit plusieurs livres, articles sur le sujet. Et en fait, il lui demandait, voilà, pourquoi cette rivalité entre ces deux nations? Est-ce qu'il y a un truc historique entre les deux? Alors on pouvait se poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est le fait que les Portoricains étaient un petit peu fédérés par les Américains, mais les Mexicains voient ça d'un mauvais œil, ils voient un peu les Portoricains comme comme en fait des je vais pas dire des larbins quand même, mais des suppôts entre guillemets des États-Unis. Mais en fait, c'est même pas ça, quoi. Puisqu'on voit qu'en fait, ils sont très proches culturellement quand même. Enfin, il y a des proximités dans tous les pays latins. Ce qu'il disait vraiment le docteur Sotomayor, c'est que on est vraiment dans quelque chose qui a été créé commercialement, quoi. Cette rivalité entre ces pays. Alors oui, il y a une rivalité dans le sens où les pays latinos, souvent, les représentants sont très patriotes. Et effectivement, chacun veut porter sa nation plus haut. Là, pour le coup, dans les nations latines en activité en boxe professionnelle, c'est les deux meilleurs, le Mexique et le Puerto Rico. Et effectivement, on comprend qu'il y ait un peu ce patriotisme exacerbé entre les deux. Et après, ça a été monté commercialement. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense aussi, beaucoup font remonter l'origine de cette guerre en 1980, parce que c'est à partir de ce moment-là où Don King a vraiment essayé à lancer vraiment ce truc, même si ça c'était un peu, voilà, c'était tout, comme je vous l'ai dit, c'était le cas depuis longtemps, mais c'était pas mis en avant, c'était pas exacerbé comme ce qu'a fait Don King en fait pour le mettre en avant et en faire un argument commercial, voilà, de cette guerre entre le Mexique et le Puerto Rico. Mais après, on voit que souvent c'est des gars qui se respectent mutuellement. Il y a pu avoir, voilà, comme je vous l'ai dit, Edwin Rosario des fois était allé loin. Chavez aussi avait dit après son combat contre Camacho, si j'avais pas gagné le combat, j'aurais jamais pu retourner dans mon pays natal, on n'aurait jamais voulu de moi. Donc voilà, il y a eu des pics un peu envoyés, mais dans l'ensemble quand même, on peut pas dire qu'il y ait une vraie haine entre ces nations. D'ailleurs, je pense que si vous mettez des supporters mexicains dans une salle et que vous mettez un boxeur portoricain contre un américain, ils soutiendront le portoricain, quoi. C'est, voilà. Et vice versa. Donc oui, il y a une rivalité, mais je pense que comme le disait ouais, le docteur Sotomayor, c'est un peu la même rivalité que vous pouvez trouver dans les universités ou entre les universités aux États-Unis, quoi. Ou même voilà ce que vous pouvez voir dans le foot ou dans le voilà, c'est pas, je pense pas qu'il y ait une haine réciproque entre ces pays, c'est vraiment voilà, un argument commercial pour faire vendre. Il faut dire que ça a plutôt bien marché, il faut dire que ça nous a quand même offert pas mal de batailles, mais je trouve que c'est un petit peu un perte de vitesse. Alors c'est peut-être moins mis en avant parce qu'aujourd'hui, peut-être que avec le climat actuel, avec
le climat actuel, on voit un peu moins d'un moins bon œil tout ce qui est tout ce qui se réfère à la patrie, au patriotisme exacerbé. C'est peut-être pour ça que c'est moins mis en avant commercialement maintenant cet aspect-là. Je sais pas. Mais bon, je trouve qu'effectivement. Alors après, aussi peut-être parce que les boxeurs latinos subissent aussi notre concurrence. Voilà, mon premier podcast, c'était sur l'émergence des pays de l'Est dans la boxe, des boxeurs de l'Est. Effectivement, maintenant, il y a ces boxeurs qui arrivent. Donc ça remet un peu le jeu à niveau, alors que pendant un moment, il y avait un champ un peu libre pour ces boxeurs latinos, mais peut-être qu'on va revenir un petit peu comme dans les années 30, où ils n'avaient pas beaucoup de place parce qu'il y avait les autres communautés. Donc peut-être que là, c'est aussi ce phénomène qui est en train de se passer, et du coup, eh ben, ça laisse moins de place à cette rivalité entre les deux. Mais en tout cas, voilà, c'est très très grosse rivalité dans la boxe et qui nous a donné des combats légendaires. Et voilà, c'est vrai qu'ils nous ont fait vibrer. Et l'adage est vérifié, c'est vrai que c'est une combinaison combustible souvent entre les deux. Quand vous mettez un portoricain, un mexicain sur le ring, comme disait Cotto, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et notamment parce qu'aussi ces deux nations vénèrent la boxe, quoi. C'est des passionnés de boxe. Voilà, effectivement, la boxe, c'est comme une religion presque là-bas. Et ça donne ce que vous voyez sur le ring, c'est que ces gars, ils sont prêts à tout donner. Donc voilà pour ce nouveau podcast. Alors j'aimerais bien d'ailleurs que dans les commentaires, vous me disiez, j'aimerais bien que vous me disiez 3 choses. Alors déjà, si vous êtes pro Mexique ou pro Puerto Rico, et voilà, vous mettrez Viva Mexico ou Viva Puerto Rico. Et vous me direz quel est le boxeur que vous préférez de la nation que vous aurez choisi. Donc par exemple, si vous choisissez Porto Rico, vous me dites Miguel Cotto au hasard. Et que vous me disiez en troisièmement quel est votre combat préféré, votre bataille préférée de cette guerre. Voilà, donc 3 choses. Pour quelle nation vous êtes, quel est votre boxeur préféré de cette nation et quelle bataille vous avez préférée. Voilà, j'aimerais bien avoir vos retours là-dessus pour faire un petit sondage, peut-être pour voir qu'est-ce qu'il en est. Voilà. Et en tout cas, voilà, 2 grandes nations de boxe. Alors certes, Mexique, qui a quand même beaucoup plus de titres mondiaux que Puerto Rico, mais bon, il faut quand même dire que même s'ils ont moins de titres, le Puerto Rico, ils leur ont quand même bien tenu tête. Et moi, je regardais sur les combats que je vous ai cités là, que je vous mettrai d'ailleurs en description. Alors, je vous mettrai d'ailleurs une étoile sur ceux qui, pour moi, doivent vraiment être vus, ceux qui sont vraiment les meilleurs. Mais vous remarquerez si vous les regardez tous, alors vous ne pourrez pas tous les regarder d'ailleurs parce qu'il y en a certains que vous n'allez pas trouver sur YouTube, moi je ne les ai pas trouvés. Mais vous pourrez en tout cas voir que quand même ça s'est tenu. Et sur les grandes batailles, ils ont quasiment autant de victoires l'un que l'autre. Voilà. Donc écoutez, moi j'espère que oui, ça vous fera des combats à aller voir, à vous intéresser un peu plus à cette guerre des rings de 100 ans. Et une fois encore, voilà, si vous pouvez me mettre dans votre commentaire ces 3 réponses-là, quelle nation vous soutenez, quel est votre boxeur préféré de cette nation et quel combat vous avez préféré entre ces 2 nations. Voilà, en tout cas, je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau podcast d'Il était une fois la boxe. Allez, salut!